Le ministre Amédée Kouakou a visité ce 25 mai à Abidjan plusieurs infrastructures en chantier. Il s'agit des chantiers des échangeurs de Williamsville-Makassi et du rond-point de la mairie d'Abobo en cours de réalisation. Lancement à Abidjan du programme GAP, Green Up Accelerator Programme. Avec cette activité, Green Invest Africa et ses partenaires, tels que l'agence Côte d'Ivoire PME et l'agence AGF, visent à améliorer le flux financier des activités qui nuisent à notre planète vers celles qui la restaurent. Tenue à Abidjan du Forum africain des professionnels de l'entretien textile, rôle de la blanchisserie dans l'amélioration du système de santé et le développement économique des pays africains, c'est le thème développé pour cette édition 2022. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a visité ce mercredi les chantiers des échangeurs de Williamsville-Makassi et du rond-point de la mairie d'Abobo en cours de réalisation. Il s'agissait pour lui de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Au terme de cette visite, le ministre Amédée Kouakou s'est dit satisfait du rythme de réalisation de ces infrastructures qui permettront de fluidifier la circulation dans la commune. Visite suivie pour nous par Konena Nourgo et Ismaël Doza. Un mercredi matin chargé pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Accompagné de ses collaborateurs, il est venu visiter les travaux routiers dans la commune d'Abobo. Après avoir visité le chantier de l'échangeur de Makassi-Williamsville, Amédée Kouakou a mis le cap sur le chantier de l'échangeur du rond-point de la mairie d'Abobo. Depuis 10 mois, les équipes de la Géroute, du Benet et de PFO sont à pied d'œuvre pour la réalisation de cet échangeur comprenant un tunnel d'environ 200 mètres en 2 fois 3 voies, une explanade, la réalisation des voies de déviation et le bitumage de 18 km de voirie dans la commune. Cet échangeur qui sera livré dans 3 ans permettra de fluidifier la circulation dans la commune d'Abobo. Pour le ministre Amédée Kouakou, le niveau de réalisation des travaux est satisfaisant. La vision du président de la République et de M. le Premier ministre, c'est vraiment de faciliter la circulation dans Abidjan. Ici à Abobo, il a plu au président de la République donc, de faire un certain nombre de travaux. Le premier chantier que nous avons visité ce matin, c'est le chantier au niveau de Makassi. Vous voyez que pour venir à Abobo, en prenant la voie principale, on se rend compte qu'on a des problèmes d'embouteillage à ce niveau-là. Donc on va construire ce que l'on appelle un flyover, mais c'est un échangeur. Hein. Donc tous ceux qui quittent Adjamé, qui vont venir vers Abobo, vont passer en haut. Ils vont monter sur un pont, passer en haut, l'ouvrage fait 240 mètres. Nous sommes venus regarder ce chantier, il avance très très bien. Aujourd'hui, il y a environ 400 personnes qui travaillent sur ce chantier important. Et sur ces 400 personnes, Madame la ministre est là, il y a un problème de genre. Il y a environ 70 femmes qui travaillent sur ce chantier. Nous repartons heureux parce que ce chantier va permettre de décongestionner la circulation sur ce axe principal. Nous sommes très heureux de la visite de ce chantier qui est un projet structurant, qui est un projet qui va permettre de changer la vie des populations d'Abobo. Ce que je voudrais demander ici, d'abord, c'est de demander aux populations d'Abobo d'être plus patientes, d'être indulgentes, parce que ces travaux, évidemment, créent des perturbations, créent des désagréments, mais ces travaux vont leur permettre demain à ces populations d'être plus heureuses. En plus de ces échangeurs, la commune d'Abobo bénéficie d'un programme d'urgence. Doté d'une enveloppe de 173 milliards de francs CFA, ce programme permettra la réalisation d'infrastructures à travers la mise en œuvre de 83 projets à fort impact social, dont 25 projets de renforcement des infrastructures économiques. Accroître la croissance des PME start-up vertes et verdissantes, tel est le pari que s'assigne Green Invest Africa. Un atelier a été lancé dans le cadre de Green Up Accelerator Programme pour les PME vertes et verdissantes. Il vise à renforcer les capacités du secteur en réduisant leur niveau de risque pour ainsi augmenter leurs chances d'accéder au financement. Ce sont au total 40 chefs des PME qui sont concernés. Les détails avec Philippe Zabo et Ismaël Doza.
Ils sont au total 40 chefs d'entreprise qui ont pris part à cet atelier organisé par Green Invest Africa en partenariat avec Africa Guaranteed Fund. Plusieurs allocutions étaient au centre de cet atelier, dont celle du ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis. Dans son discours, le ministre est revenu sur l'importance de ce programme en lien avec le climat. Il sera question de rentrer dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne les emplois verts. Je profite pour féliciter et remercier Green Invest Africa et son partenaire, le Fonds africain de garantie, pour ce programme novateur et l'intérêt que vous portez à la question de la lutte contre les changements climatiques et à l'économie verte, car c'est l'affaire de tous. Et vous l'avez bien compris. Mesdames et messieurs, alors que l'empreinte carbone de l'Afrique est minime, les effets du changement climatique mondial sont les plus visibles sur le continent. La prise de conscience des conséquences des changements climatiques, qui est très bien perçue, inspire toute l'action climatique du gouvernement. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, parrain de la cérémonie, il faudra adapter les techniques pour mieux impacter le système bancaire. Vous savez que la problématique de la finance verte ou des PME vertes peut paraître comme une acception nouvelle dans notre écosystème, peut sembler être abstrait. Mais bien au contraire, il nous revient en tant que pouvoir public, notamment après la COP 15 qui vient se tenir en Côte d'Ivoire, avec notamment le Abidjan Legacy Programme, de soutenir de telles initiatives pour que toutes les PME qui évoluent dans les secteurs, notamment de l'économie circulaire, de l'agroforesterie, de l'énergie renouvelable, etc., puissent être soutenues. Elles seront 10 entreprises sur les 40 présentes à bénéficier d'un financement avec à la clé 3 catégories de leadership. Alors, il s'agit de donner des capacités aux PME, et en même temps que de les rapprocher des banques, de faire en sorte que les banques et les PME puissent mieux se comprendre et mieux se parler, pour que ces PME à la fin de la journée puissent avoir davantage de financement et davantage donc de capacités pour développer leur société et leur business. Selon le président de Green Africa Invest, Marc-Auguste Dobré, les PME représentent 95% du tissu économique du pays. Il faut donc un véritable lien entre les banques et les PME pour un financement de qualité et de meilleurs résultats. Développer des solutions utilisant la science, des données pour atténuer les impacts sanitaires du changement climatique en Afrique. C'est tout le sens de l'atelier du projet HE2AT, Centre transdisciplinaire africain sur la chaleur et la santé en Côte d'Ivoire. Son lancement a été fait ce jour au Centre suisse de recherche scientifique et l'Université Paulo Forogon Coulibaly de Korogo à Abidjan. Voyons tout cela avec Zeynab Dosso et Tima Traoré. Ne dit-on pas que qui cherche trouve? Eh bien, des chercheurs ont cherché et trouvé une nouvelle stratégie de résilience face aux effets du changement climatique. Il s'agit du projet I2AT, Centre transdisciplinaire africain sur la chaleur et la santé, car selon le constat, les températures mondiales ont augmenté de plus de 1 degré Celsius depuis la révolution industrielle. Il y a urgence. Ce projet vise à mettre l'accent sur les stratégies d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique. Il permettra ainsi aux chercheurs d'établir une science des données et une plateforme analytique. L'Afrique en particulier a besoin de faire quelque chose. Donc ce projet se donne comme ambition de faire émerger un centre d'excellence qui va s'occuper de les chaleurs et la santé. Vous avez vu le titre, c'est le centre d'excellence sur la chaleur et sur la santé. En Côte d'Ivoire, l'Université Paulo Forogon Coulibaly est l'institution partenaire principale du projet international de recherche du centre I2AT, membre du consortium portant le projet. À côté d'elle, le Centre suisse de recherche scientifique pour une assistance en matière de gouvernance de projets internationaux. Et comme on a dit, il y a deux choses, il y a deux volets. Un volet qui sera basé essentiellement sur les sciences de données. Donc déjà s'appuyer sur les bases de données déjà existantes dans le monde entier. Et en tout cas, l'ensemble d'une grande base pour pouvoir documenter. Une équipe est mise en place
avec des chercheurs de l'Université Périforo Gon Coulibaly, dont la plupart sont aussi chercheurs associés au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Et nous, ce que nous allons apporter à l'Université Périforo Gon, c'est notre expertise en matière de gouvernance de ce genre de projet. Il faut savoir que c'est un grand consortium qui recouvre plusieurs continents et les transferts de fonds dans ce genre de cas sont très complexes. Notons que le projet I2AT a été initié par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique et est financé par le National Institute of Health pour améliorer les compréhensions des interactions complexes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines. Accueilli officiellement ce jour par le Centre suisse de recherche scientifique et l'Université Péléphoro Gon Coulibaly de Korogo, ce projet fait suite à un accord de partenariat signé le 10 février dernier entre les deux institutions. C'est donc parti pour 5 à 10 années de mise en œuvre pour tenter de développer des solutions utilisant la science des données pour atténuer les impacts sanitaires du changement climatique en Afrique. Depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux que la réserve naturelle de Dahlia Fleur a été cédée à un opérateur hôtelier. Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves est monté au créneau pour apporter un démenti formel à cette information. Nous vous proposons d'écouter le conservateur général Tondo Sama, directeur général de l'OIPR. Le Mont Nemba, Dahlia Fleur, Lamto et autres. Mais il faut signaler que pour ce qui concerne Dahlia Fleur, je voulais faire une précision. Certains disent que l'espace va être décapé pour construire un hôtel. Je voudrais rassurer les uns les autres qu'il n'en est rien. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est d'améliorer sa couverture forestière. Et c'est vrai que Dahlia Fleur est de petite taille, mais cette réserve contribue à l'amélioration du couvert végétal de la Côte d'Ivoire. Donc il n'en est rien. Cet espace va rester réserve naturelle pour contribuer à l'aération de l'air au niveau d'Abidjan. Propos recueillis par Ange Assémian et Tima Traoré. Tout autre chose à présent, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle a initié du 24 au 25 mai un atelier de formation des enseignants-chercheurs de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo. Il s'agissait de leur donner la bonne information sur la propriété intellectuelle afin de les amener à protéger leurs résultats de recherche. On en sait un peu plus avec Konena Nourgo et Ismaël Doza. Donner l'information juste aux enseignants-chercheurs sur la propriété intellectuelle afin de les encourager à sécuriser leurs résultats de recherche. C'est le but de cet atelier de formation initié du 24 au 25 mai par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIP en faveur des enseignants-chercheurs de l'université Nangui Abrogwa. Nous savons que les enseignants non seulement donnent la connaissance, mais aussi ils cherchent et trouvent des nouveaux procédés, des nouveaux produits qui sont utiles à l'homme et qui sont utiles au développement. Le passage à la production, le passage à l'industrie, l'alternative c'est la propriété intellectuelle. Mais quand ils trouvent l'objectif pour eux, c'est leur promotion académique. Alors que derrière la promotion académique, ce qu'ils trouvent est de la richesse. La richesse non seulement pour eux-mêmes, la richesse pour leur institution, la richesse pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais pour que ce qu'ils ont trouvé passe à la production, il faut passer par la propriété intellectuelle. Et c'est cette information que nous sommes venus leur donner pour qu'ils s'approprient donc de cet outil pour mieux... Durant ces 2 jours, les chercheurs ont été sensibilisés sur les enjeux de la protection de leurs résultats de recherche et sur la procédure d'obtention des brevets d'invention, mais également sur la protection des nouvelles variétés végétales. Un atelier également riche en formations pratiques avec des exemples de recherche documentaire dans une base de données scientifiques et techniques. Une initiative saluée par le président de l'université. La protection des résultats de la recherche est une chose importante qui doit rentrer dans les activités normales de tout chercheur des universités ou centres de recherche. Donc cette formation est bienvenue parce qu'elle va permettre à nos enseignants, à nos chercheurs de savoir comment protéger leurs découvertes qui sont importantes. L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle en abrégé OIP est un établissement public national créé en 2005
Il est chargé d'administrer le système de la propriété intellectuelle. L'OIPI assure la représentation de l'Organisation africaine et mondiale de la propriété intellectuelle. Quelle blanchisserie à même de favoriser un développement économique et améliorer le système de santé en Afrique? Voilà une question qui intéresse certainement le monde hospitalier et pas que. La question est également posée sur la table du Forum africain des professionnels de l'entretien textile qui a ouvert ses portes à Abidjan 2 jours durant. Entrepreneurs du secteur de la blanchisserie et professionnels de la santé vont faire l'état des lieux de la gestion actuelle du linge dans les hôpitaux en Afrique et jeter les bases d'un plan de restructuration permettant de hisser les buanderies aux normes internationales. Issa Badini et Augustin Kra étaient à l'ouverture de ce forum. C'est une buanderie qui a fait plus que peau neuve, un personnel adéquat, des machines à la pointe de la technologie répondant aux normes de la blanchisserie moderne en vigueur. Coût de la restructuration, environ 400 millions de francs CFA. Nous avons été accompagnés par le ministère de la Santé pour une réhabilitation d'une buanderie qui ne répondrait pas du tout aux normes. Et comme je l'ai dit, une buanderie qui ne pouvait pas garantir la sécurité. Nous sommes au centre hospitalo-universitaire de Cocody, une visite qui intervient dans le cadre du FAPET, Forum africain des professionnels entretien textile. Première édition, le FAPET qui a ouvert ses portes ce mardi 24 mai est placé sous le thème « Rôle de la blanchisserie dans l'amélioration du système de santé et le développement économique des pays africains ». Ce forum est l'occasion de demander à nos gouvernants de jeter un coup d'œil sur ce secteur aussi important. Moi, je compare ce secteur au secteur pétrolier. Vous voyez, à la naissance, on a du linge quand on crie. À la mort, on a du linge. Voilà. À l'ouverture, ce sont des hommes et des femmes entrepreneurs dans l'industrie de l'entretien du linge et des professionnels de la santé venus faire l'état des lieux d'un secteur dominé par l'informel et l'illégalité. Du Burkina, du Togo, du Maroc, de l'Algérie, de la France et bien évidemment de la Côte d'Ivoire, ce sont des acteurs conscients de la place de choix de la buanderie qui souhaitent, le temps de cette assise, rendre à la blanchisserie ce qui est à la blanchisserie. Nous ne travaillons pas à l'institut illégal. Ça c'est clair, hein. Pour nous c'est un principe. Si vous voulez être membre de l'association des cliniques de Côte d'Ivoire, il faut que vous remplissiez strictement toutes les conditions. Et c'est d'autant plus que moi-même je siège au Conseil national de l'ordre des médecins et nous sommes là pour veiller à ce que l'ordre soit respecté. Ça c'est dit. Maintenant 70% des structures illégales, ça revient à l'État. Nous n'avons pas le pouvoir d'aller fermer qui que ce soit, de faire une police quelconque, c'est la politique de l'État. La chance que nous avons aujourd'hui, et je le dis parce que le ministre actuel en est conscient et il est en train de prendre les mesures qu'il faut. Au niveau de l'hôpital, c'est encore plus crucial puisqu'il y a un brassage de germes et par rapport aux infections nosocomiales, nous pensons que nous devons vraiment nous intéresser à ce sujet. Quand un malade arrive, il vient avec son infection et si nous n'avons pas de lingerie propre à l'hôpital, vous savez déjà le risque infectieux que nous courons. Linge, comme on dit, l'entretien du linge diffère d'un pressing, d'une laverie et d'une blanchisserie et bien sûr d'une blanchisserie hospitalière. Donc dans une laverie, c'est simple, c'est que vous lavez et vous pliez. Après dans un pressing, c'est plus détaillé, vous détachez, vous utilisez des solvants, donc les solvants sont un peu difficiles. Après pour la blanchisserie hospitalière, c'est une autre catégorie d'entretien textile. Les FAPET, c'est 2 jours d'ateliers, de conférences et de sessions de formation avec dans les visères la professionnalisation et la valorisation du secteur de l'entretien du linge en Afrique. Un défi de titan lorsqu'on sait que 70% des pressings et blanchisseries de la seule Côte d'Ivoire évoluent dans l'illégalité. Heureusement que le forum qui prend pied au bord de la lagune Ébrié se veut pérenne. Des diplômes de participation pour les agents de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation des pairs CNMAEP. Des attestations qui viennent clôturer une formation de 4 jours dans la ville de Yamoussoukro où ils ont été formés sur les bonnes pratiques de gestion budgétaire. Le point avec Zénab Dosso et Valentin Kra. Des héros souvent méconnus du monde des affaires. C'est ce que représentent ces dirigeants de PME, élus locaux et cadres d'administration, célébrés ce soir pour leur prouesse en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire. À l'honneur sur le podium de Afrique Vérité, ils sont au nombre de 18
à recevoir des trophées et récompenses afin de couronner leur résilience dans un écosystème des affaires impacté par une crise sanitaire, surtout pour ceux du secteur privé, et leur capacité à assurer la célérité des services publics et répondre aux besoins des populations pour ceux du secteur public. Cette nuit de l'excellence et du mérite africain est à l'initiative de Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance. Nous voici ce soir à la 14e édition de la cérémonie de distinction baptisée la nuit de l'excellence et du mérite africain. Pour les besoins, il faut rappeler que cette cérémonie qui nous rassemble ce soir est la reconnaissance et la récompense des acteurs de différents secteurs d'activité qui concourent à l'émergence de nos chères patries, la Côte d'Ivoire en particulier, et à toute l'Afrique. Des modèles de réussite, malgré les parcours semés d'embûches, c'est ce que tient à transmettre la structure Afrique Vérité aux jeunes générations. Pour les récipiendaires, servir d'exemple et voir leur travail mis en lumière est une fierté. Pour ces chefs de village, élus de la nation, patrons de ONG et chefs d'entreprise. Je suis très fière, je suis très émue et je voudrais rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel du CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Mon vibrant hommage revient à M. Zerbo Daniel, qui est le chargé de communication et des relations publiques dans notre hôpital. Oh, sentiment de joie, de bonheur, c'est vraiment un honneur pour moi et en même temps un honneur pour l'INSP de recevoir ce prix-là. Je voulais remercier Afrique Vérité qui nous permet de montrer aux jeunes et à la population que nous avons travaillé, qu'il faut suivre ce chemin, il faut le travail, que c'est le travail qui paye. Alors comme on a dit, quand le bâtiment va, tout va. Mais pour qu'il y ait du bon bâtiment, il faut qu'il y ait un bon foncier. Et nous garantissons donc les droits fonciers. Et aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de qualité, peu de litiges, presque pas de litiges. Et pour nous, c'est une fierté. Et nous recevons ce prix, et moi et l'ensemble de mes collaborateurs, avec beaucoup de fierté. La 14e édition de la Nuit d'excellence et de distinction des baptiseurs de l'économie africaine de la structure Afrique Vérité s'est terminée par un moment de gaieté animé par de talentueux humoristes ivoiriens. La 26e journée africaine de prévention des risques professionnels et la 19e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail ont été célébrées par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Une double célébration tenue à Bouaké qui constitue des occasions d'intensifier son action sur les bonnes pratiques en matière de prévention des risques en milieu professionnel et promouvoir une culture positive de santé et sécurité au travail. Notre correspondant dans la région, Emmanuel Bonzo, a pris part aux célébrations commentées ici par Koné Nanogo. L'objectif de ces journées a été pour la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS de promouvoir le dialogue social au niveau national et dans les entreprises afin d'instaurer une culture positive de sécurité et de santé. Il s'est agi également d'entrevoir une approche participative de management de la santé et de sécurité au travail dans les entreprises du secteur formel et informel. Ces journées ont donc constitué des occasions pour la CNPS de soumettre à réflexion les acteurs du monde du travail pour une meilleure culture positive de la santé et de la sécurité en milieu professionnel. Des bonnes pratiques prises en compte par la CNPS à travers la mise en place d'outils comme l'approche Vision Zéro ou le régime social des travailleurs indépendants, aidant à une meilleure couverture sociale du travailleur en milieu formel comme informel. Cette édition a mis en place un outil qu'on espère vraiment participatif pour tous, qui permet maintenant à chaque entreprise d'évaluer son dispositif de santé et sécurité au travail. L'étude de prévention, selon l'OIT, c'est lorsque, à tous les niveaux, dans une entreprise ou dans une organisation, les personnes s'engagent pour promouvoir la santé. En matière de prévention des risques professionnels, il importe aux entreprises d'observer de bonnes pratiques. Pour y parvenir, cela demande l'implication de tous pour garantir la santé et la sécurité au travail. C'est pourquoi les participants à ces assises espèrent à une application effective des recommandations qui contribueront ainsi à réduire les accidents sur les lieux de travail. L'Organisation mondiale de la santé que je représente a bien voulu passer un message qui est extrêmement important.
Le message est que les longues expositions aux longues heures de travail, ça joue sur la santé des uns et des autres. Il y a une étude récente du mois de mai 2021 qui a été publiée par l'OMS et l'Organisation internationale du travail qui montre que lorsque on fait plus de 55 heures de travail par semaine, on est plus exposé aux accidents vasculaires cérébraux et aux maladies cardiaques. Pour nous, un travailleur qui travaille dans des conditions de sécurité, dans des lieux salubres, c'est celui-là même qui est productif et qui justifie ce pourquoi nous avons investi. Ces assises, tenues sur 2 jours, ont permis à la CNPS d'être au plus près des réalités des acteurs du monde du travail, mais surtout encourager à la prévention des risques professionnels et à la culture de la santé et de sécurité au travail. Poursuivons ce journal avec un peu de sport. La 3e édition du marathon des femmes s'est tenue récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Comme les précédentes éditions, les femmes sont venues de toutes les communes d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous sportif. Elles ont couru pour la santé, mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Doris Bessé. Elles étaient nombreuses à prendre part à la 3e édition du marathon des femmes de Côte d'Ivoire qui leur était dédié ce samedi au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Avant le top départ, des séances de fitness pour préparer les muscles à l'endurance de la course qui les attend. À leur côté, plusieurs autorités sportives et même gouvernementales, vu que le marathon des femmes de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des ministres des Sports, dont Paulin, des Affaires étrangères Kandia Camara et de la femme, de la famille et de l'enfant, Nassene Batouré, ainsi que de Miss Belmonte Dogo, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée de l'autonomisation des femmes. Après les étirements et la mise en condition, le top départ du marathon est donné. C'est parti pour soit le circuit de 10 km, soit de 5 km. C'est selon les capacités de chacune des femmes. C'est des initiatives que nous encourageons dans nos régions, mais que nous souhaitons également encourager dans la ville d'Abidjan. Les femmes sont courageuses, donc c'était l'occasion de venir leur dire notre admiration aussi pour tout ce qu'elles font, pour leur détermination, pour leur engagement, pour le travail qu'elles abattent quotidiennement, pour tout le travail qu'elles font dans leur famille, pour maintenir la cohésion dans la famille, au sein de leur foyer, etc. Fait marquant, c'est qu'en marche du marathon, des vies sont sauvées selon les termes de Daniel Tonga, commissaire de l'événement. Des agents de santé sont proches des femmes pour leur donner des conseils sur leur santé. À chaque marathon, il y a des vies qui ont été sauvées parce que des cancers ont été détectés très tôt et les prises en charge sont organisées. À cela s'ajoute au programme du marathon des femmes de Côte d'Ivoire de moments de coaching sur l'entrepreneuriat féminin. Avant Cocody, le marathon des femmes a visité la ville de Bouaké. Prochaine étape, l'intérieur du pays, notamment Dambokro, Daloa, Yamoussoukro et la région de la Bagoué, promettent les organisateurs. Avant d'envisager exporter le marathon des femmes dans les autres capitales des 8 pays de l'UEMOA. Après la phase pilote en 2020 et 2021, le projet Soja est dans sa phase active dans les régions du Bafing et du Kabadougou. Cette année, plus de 1500 hectares sont en train d'être cultivés. Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendue sur les différentes parcelles pour visiter, évaluer et s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de labour. Reportage Théodore Kanga. Après le succès des 3 premières campagnes de la phase pilote du projet Soja dans les régions du Bafing et du Kabadougou, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural veut accroître les superficies emblavées pour la production du soja au cours de cette campagne 2022. Pour atteindre ces objectifs et satisfaire la demande qui se fait de plus en plus forte par les populations de ces 2 régions, une délégation du MINADER, conduite par son directeur d'évaluation de projet, a séjourné du 9 au 13 mai 2022 à Touba et à Odjéné.
Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs des opérations de labour. Pour cette campagne 2022, la Côte d'Ivoire envisage une production de 3000 tonnes sur une superficie totale de 1531 hectares. La délégation de Minader, du MEU Minader dans le Kabadougou aujourd'hui consiste à préparer la campagne agricole 2022 pour ce qui concerne le projet soja. Nous avons commencé à enrichir les premières pluies et il était bon que nous venions échanger avec les populations pour leur donner l'information que le projet soja est en train de revenir et que pour cette année, nous avons une ouverture de production de près de 528 hectares à Odiné uniquement. Partout où la délégation s'est rendue, les populations ont salué la relance effective du projet soja et ont surtout remercié le chef de l'État pour la réalisation de cette promesse. On a un problème de moissonneuse-batteuse. Bon, les 15 hectares, c'était bien, mais j'ai pu enlever 6 hectares, puisqu'il faut enlever avec la main. Donc nous demandons vraiment l'aide au président de la République de nous aider concernant la machine moissonneuse-batteuse. On souhaiterait qu'il y ait une unité à Odiéné qui peut fabriquer, qui va transformer. Ça va beaucoup nous arranger en matière de coûts de transport. Je dis que la terre nourrit son homme. J'encourage toutes les femmes de venir. Parce que ça, là, c'est un moyen aussi de se développer. Nous sommes très comblés. Souvent, les mots nous manquent pour exprimer notre joie. Parce que ce phénomène qu'on voit actuellement autour de nos pays, dans les frontières, l'inscription de la jeunesse pour aller au djihadisme, l'inscription des jeunes pour aller derrière l'eau, comme on le dit, ce projet va venir freiner. Vu l'engouement que suscite ce projet, la culture du soja pourrait s'étendre dans d'autres régions du pays. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Je souhaite une très bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes. C'est ici que prend fin cette édition d'information sur Business 24. Merci à tous ceux qui nous suivent à Bongouanou, Saint-Fra, Ferkessédougou et partout en Côte d'Ivoire sur le bouquet canal 171 et sur notre page Facebook www.business24tv.com. Au revoir et à très bientôt.